Oui, donc je vais vous présenter donc les perspectives climatiques sur votre PNR à l'horizon 2050, et ça sera essentiellement, enfin ça sera exclusivement d'ailleurs dans le cadre des résultats du projet AP3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Alors AP3C, qu'est-ce que c'est? Suivant. C'est un projet donc qui a été suivant aussi. C'est un projet donc qui a été mis en place donc par le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif central et qui se compose de 5 approches. L'approche climatique, et c'est la raison pour laquelle je suis là, parce que je suis climatologue. Donc c'est quoi les évolutions à échéance de 2050 sur le Massif central. Ensuite, l'approche agronomique, c'est comment est-ce que ces évolutions climatiques impactent culture par culture, les évolutions agricoles. Si on regroupe les cultures, comment est-ce que ça va impacter le système? Et puis on est même désormais arrivé à agrandir un peu sur les filières et à la demande du commissariat de massif, on a une approche plus territoriale en particulier. Il nous a demandé d'aller voir, enfin d'aller répandre nos résultats dans des filières connexes comme le tourisme, la forêt et l'eau. Alors, je vais vous dire d'abord quelques mots de méthode parce que justement, l'a rappelé, comme vous l'avez rappelé donc dans l'introduction, c'est un peu différent de ce qu'on vous présente habituellement. Suivante. Alors, l'approche climatique de la P3C, elle n'est pas une approche habituelle. Pourquoi? Parce que dans les approches dans les projections qui vous sont habituellement mises à disposition, là j'ai mis le site le plus courant qui s'appelle le DRIAS, les futurs du climat, c'est encore actuellement le résultat de modèles physiques de recherche qui cherchent à mieux comprendre, à mieux décrire les mécanismes à l'œuvre dans le changement climatique. Donc, ils répondent de mieux en mieux à la question pourquoi le changement climatique, mais pas spécialement à la question comment. A contrario du projet AP3C, où ce qu'on a mis au point, c'est un outil de description des trajectoires climatiques telles qu'elles sont réellement en cours sur le Massif central. Donc on a pu faire beaucoup de projections parce que c'est un peu plus léger, c'est une démarche statistique au lieu d'être une démarche physique. Donc on a 10 000 projections, ce qui nous permet d'aborder des phénomènes relativement rares avec une bonne probabilité. Par l'intermédiaire d'une approche novatrice en configuration de relief, on a pu faire une spatialisation au pixel de 500 mètres et vous allez le voir avec des différences parfois sensibles entre deux pixels contigus, ce qui n'est pas du tout le cas habituellement. Et enfin, la chose la plus importante, c'est que nos projections, et ça c'est encore actuellement une exclusivité, elles sont compatibles avec les trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées sur le terrain. Alors, je ne vous demande pas nécessairement de me croire sur parole, et c'est la raison de la diapositive suivante, où j'ai coupé la vidéo parce que ça passe pas du tout en visio, mais bon, je vous demande de me faire confiance. Alors, le confrère qui s'exprime, donc, qui s'appelle Sébastien Boutreloup, il a reçu le prix de l'Association internationale de climatologie en 2021. Il a dirigé un module de formation universitaire, donc tout comprendre sur le climat et son réchauffement. En 2022, il y avait 11 000 apprenants, enfin 11 000 étudiants sur ce module-là. Et parmi les participants à son module, il y avait l'ancien vice-président du GIEC et l'actuelle coprésidente du groupe 1 du GIEC qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte. Donc des gens qui sont plutôt sérieux et reconnus dans la profession. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Ce qui est une chose qui est évidente pour les modélisateurs du climat dont je fais partie, c'est qu'il n'y a pas d'observation météorologique dans les modèles climatiques physiques. Donc tout ce qu'on vous présente habituellement, les modèles partent d'une situation vraisemblable vers 1850 et ensuite appliquent les lois de la physique sans jamais recaler ce système. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils reproduisent des évolutions réelles du climat ici et maintenant. Alors ça, c'est, on va dire, une affirmation de principe. C'est pas censé fournir des trajectoires compatibles avec ce qui se passe. Mais ça aurait pu être valable par hasard. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Suivante. Et on peut facilement le vérifier grâce à un outil qui est associé au dernier rapport du GIEC qui s'appelle l'Atlas interactif. Tout le monde peut accéder à cet atlas interactif et moyennant un petit peu d'habitude, vous pouvez refabriquer le document que je vous présente. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est une comparaison entre les trajectoires simulées pour les températures maximales du printemps, parce que je sais que c'est là où il y a le plus de divergence. Donc sur votre gauche, vous avez les trajectoires telles qu'elles sont simulées entre le proche passé et le proche futur par le panel de modèles le plus récent, celui du dernier rapport du GIEC. Donc ce que vous voyez sur le massif central,
la différence entre les deux périodes, donc c'est 1,5 à 1,6 degrés en 55 ans, sachant que comme ça ne va pas très loin vers le futur, c'est pas tellement dépendant en fait du scénario d'émission de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on a observé donc sur votre droite? Donc, en 35 ans seulement, eh ben, c'est 2,5 à 3,8 degrés d'élévation de température, donc les températures maximales du printemps. Pour dire les choses simplement, pour ce paramètre-là, le changement climatique réellement observé va 3 à 4 fois plus vite que ce qui est simulé. Et pour que ça soit compatible avec les projections, il faudrait que la température rebaisse d'ici à 2060. Et ça, hélas, ça n'a une chance d'arriver. Donc, nous, on a travaillé sur les trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées sur le territoire, suivantes. Et nos projections, on les a fait donc sur des domaines centrés sur le Massif central. Alors, actuellement, la quasi-totalité des cartes sont sur le rectangle vert. Pourquoi? Parce qu'il englobe les 11 chambres d'agriculture, enfin les 11 départements dont les chambres d'agriculture se sont engagées, donc dans le projet AP3C. Mais à la demande du commissariat du Massif central, on est en train d'étendre donc nos cartographies sur la zone rouge. Et d'ailleurs, j'aurai vraisemblablement un exemple que je vous présenterai. Mais pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance, étant donné que vous êtes déjà au cœur donc, du rectangle vert. Simplement, il y a un peu plus de densité de points, et ça, je vous le montre sur la diapo suivante. Voilà, donc sur le grand rectangle rouge, désormais, donc par département, on arrive à avoir 8 points de référence, sachant qu'ensuite, on utilise donc la méthode de spatialisation par adaptation aux configurations de relief pour descendre au pixel de 500 mètres. Mais c'est quand même bien important d'avoir des points de recalage physique sur assez nombreux, on va dire, sur le territoire. Donc, ces points de méthodologie étant terminés, je vais maintenant vous montrer donc les résultats des projections climatiques donc, de AP3C, donc toujours dans les échéances 2000 et 2050. Pourquoi? Pour bien vous spécifier que nous, on ne fait pas seulement des projections, mais qu'on vous restitue des trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées sur le terrain. Donc, il y aura les paramètres température, précipitation et évaporation pour des valeurs donc, annuelles et aussi saisonnières. Donc, suivante, on va commencer par les températures. Donc là, alors, la plupart des cartes, vous aurez un zoom sur votre PNR, mais j'ai quand même tenu de temps en temps à montrer comment ça évolue sur l'ensemble du Massif central. Donc voilà comment est en train d'évoluer la température moyenne annuelle sur le Massif central. Regardez les valeurs centrales, le milieu de la gamme, environ 1,9 degrés en 50 ans, ou si vous préférez, 3,8 degrés par siècle. Donc ça évolue relativement vite, plus vite que ce qu'on vous annonce habituellement. Mais là, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de chaque département, vous avez toute la diversité. Pratiquement tous les départements, vous avez toutes les couleurs, c'est-à-dire que vous avez un niveau de détail et un niveau de dispersion, de diversité d'évolution qui est très important. Donc le changement climatique, certes, c'est un phénomène global, mais ça a des impacts à une échelle infradépartementale qui peuvent être très différenciés. Entre les zones où ça évolue moins vite et les zones où ça évolue plus vite, sur ce paramètre qui est pourtant très tamponné, vous pouvez avoir une différence de vitesse de l'ordre de 30%, et ce n'est pas négligeable. Donc j'ai fait un zoom sur, diapo suivante, sur le PNR Livre Forest grâce au fond de carte que vous m'avez fourni. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai remis le numéro des départements pour que vous repériez un peu mieux. Donc c'est bien la même échelle, c'est bien la même carte, et que ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, y compris sur le territoire de votre PNR, pratiquement vous avez toute la gamme, sauf peut-être les plus élevés, mais vous avez quand même des endroits où ça évolue, on va dire, 25% plus lentement ou plus vite que par ailleurs. Donc, là, je vous ai présenté l'évolution, mais suivante, je peux vous présenter également les situations 2000 et 2050, et on ne voit pas exactement les mêmes choses, les mêmes détails dessus. Donc là, ce qu'on peut voir entre 2000 et 2050, c'est la décoloration. Et pour vous donner une idée, l'avant-dernière couleur, là, le orange qui arrive sur l'extrémité nord-ouest de votre zone, 13,7 degrés par an, c'est ce qu'on avait du côté de Cahors, Montauban, avant le changement climatique. Enfin, c'est-à-dire vers les années 1980. Donc voilà, le changement climatique tel qu'il se produit réellement sur le terrain, c'est quelque chose qui fait décaler, on va dire, les zones climatiques. Alors on peut le traduire en altitude ou on peut aussi le traduire en latitude. En latitude, donc à altitude constante, ça correspond à un décalage donc, du climat du sud vers le nord entre 100 et 150 km tous les 10 ans. Donc c'est très rapide et ça fait déjà une bonne quarantaine d'années que ça a commencé. Donc maintenant, je vais circuler sur les saisons en commençant par le printemps.
Je vous demande de regarder la valeur centrale de l'échelle. Vous voyez, on est aux alentours de 2,6 degrés. Le printemps, c'est la saison où, en réalité, sur le terrain, la température est en train d'évoluer le plus vite. Alors, ce qu'on vous raconte habituellement, c'est l'été. Ben non, en réalité, sur le terrain, c'est le printemps. Et vous avez également des contrastes qui peuvent être importants à quelques kilomètres d'écart. Ça peut varier, donc, sur certaines zones, donc 2,3 degrés en 50 ans. Et les zones les plus à l'élévation les plus rapides, on va dire un petit peu sur votre nord-est, ça peut monter à 2,9 voire 3 degrés en 50 ans. Donc maintenant, je vais vous présenter l'été, où par contraste, regardez la valeur centrale donc, de l'échelle, elle est à 1,8 degré. Donc c'est moins fort. Oui, en réalité, sur une grande partie du massif central et sur votre zone en particulier, les températures en été évoluent moins rapidement à la hausse que les températures du printemps. Et ça s'explique aussi avec les précipitations, mais je vous en reparlerai. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que sur la zone où ça évolue le plus vite en été, allez vers votre nord-ouest, on est aux alentours de 2,2 degrés en 50 ans. Tandis que le début de gamme du printemps, bah, c'était 2,3, 2,4. Donc voilà, y compris dans les zones où ça va assez vite en été, ça va quand même plus vite au printemps. Et ce n'est pas les mêmes réactions. Donc, en été, principalement, donc on n'est pas obligé de s'intéresser uniquement aux températures moyennes, on peut aller regarder un peu sur les événements rares, même si 32 degrés, c'est pas complètement extrême. Mais voilà, les températures donc, qui dépassent les 32 degrés, vous avez la situation en 2000 sur votre gauche et la situation en 2050 sur votre droite. Alors, comme ce sont des valeurs absolues sur les zones d'altitude, ça ne bouge pas beaucoup. Mais en pourcentage, ça évolue quand même relativement vite. Par contre, lorsque vous êtes dans les zones de plaine, je pense surtout à la vallée de la Dore, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, on est passé d'une situation où vous aviez environ 10 jours supérieurs à 32 degrés en climat 2000 à une situation où vous aurez aux alentours de 25 voire 30 jours en situation 2050. Donc, ce n'est pas du tout, on va dire, le même type de conditions. Et là, si vous souffriez déjà, on va dire, des fortes températures, il y a de ça quelques années, ça va s'aggraver assez rapidement, on va dire, dans le futur. Disons que sur ce genre de phénomène, vous avez la double claque. Vous avez la claque de l'augmentation des températures moyennes et la claque de l'augmentation de la variabilité, c'est-à-dire de l'écart aux températures moyennes. Voilà, avec ce genre de paramètres, donc vous avez les deux effets. Donc, situation suivante, enfin la saison suivante, l'hiver. Bon, je n'ai pas fait l'automne parce qu'en automne, il ne se passe pas grand-chose. C'est la saison sur laquelle, si vous prenez les projections habituelles, c'est à peu près ce qu'on observe sur le terrain. Quand même, ça se produit parfois par hasard. Mais en hiver, non. En hiver, vous avez des valeurs qui sont relativement élevées et en particulier, ponctuellement, ce sont les valeurs, ça peut avoir les valeurs les plus élevées, toutes saisons confondues. Alors là, on a réfléchi un peu parce que ça ne peut pas être un artefact parce que ça se retrouve sur une bonne partie du massif central et sur une station, on aurait pu faire une erreur, mais pas sur l'ensemble du réseau. Et la seule explication qu'on a pu trouver, c'est que c'est une rétroaction avec la désagrégation donc, de la couche neigeuse hivernale. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où, alors il n'y a pas beaucoup de détails géographiques sur ce genre de paramètres, mais on passe d'une situation où vous aviez de la neige à une situation où vous auriez moins de neige dans le futur. Et c'est une question d'albédo, parce que la neige est blanche, ça réfléchit donc le rayonnement solaire, et dès qu'elle commence à se désagréger, elle est remplacée par du vert s'il y a de l'herbe ou du marron s'il y a du sol, et ça capte mieux la chaleur, donc ça désagrège encore plus vite, donc la couche neigeuse hivernale. Donc on est dans un effet d'entraînement, et tant qu'on n'a pas, on va dire, épuisé complètement la suppression de la couche neigeuse hivernale, on peut avoir donc des vitesses d'évolution rapides de la température en hiver. C'est quelque chose qui est plutôt bien vu par les modèles physiques du climat, mais pas sur le massif central, sur des zones beaucoup plus vastes, sur l'Europe de l'Est en particulier. Donc en hiver, on peut aussi regarder les échéances fixes. Ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est la couleur la plus basse, 0,3 degrés, donc aux alentours de 0 degrés. On peut considérer que quand vous avez la température moyenne hivernale qui est de l'ordre, voire légèrement inférieure à 0 degrés, ça c'est plutôt favorable au maintien d'une couche neigeuse, enfin d'un manteau neigeux, on va dire, sur la saison, même si ce n'est pas absolu évidemment. Et regardez comment ça évolue entre 2000 et 2050, la zone bleue, en gros ça a quasiment disparu. Voilà. Donc c'est une autre manière, on va dire, on ne voit pas les mêmes informations sur les évolutions et sur les valeurs fixes. Voilà. Ça, c'était une manière d'illustrer le fait qu'il y a des seuils sur lesquels on peut dire plus de choses que simplement sur des évolutions.
Donc ça, c'était sur les températures. Maintenant, je vais parler donc, du bilan hydrique avec les précipitations d'un côté et puis la demande évaporatoire de l'autre. Donc le cumul annuel de précipitations donc, sur l'ensemble du massif central. En gros, sur une bonne, sur environ les 2/3, voire les 3/4 du massif central, on est dans des évolutions faibles et pas statistiquement significatives. Chez vous, c'est pareil. Voilà, vous êtes vraiment à l'interface entre ça augmente un tout petit peu, ça diminue un tout petit peu. Bref, c'est dans l'épaisseur du trait. Pour aller sur des évolutions significatives, il faut aller vers le sud-ouest, il faut se rapprocher donc du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze, etc. Mais ça ne concerne pas, on va dire, votre zone. Donc c'est pour ça que j'ai fait un zoom donc, sur votre zone suivante. Voilà. Donc entre 2000 et 2050, comme je vous l'ai dit, sur la carte d'évolution, en gros, ça n'évoluait pas. Bah voilà, vous avez la confirmation. Hein. Alors on peut toujours regarder qu'il y a quelques pixels qui changent de couleur, mais en fait, c'est complètement négligeable. En termes de cumul annuel, vous êtes dans une zone où il y a quasiment une non-évolution des précipitations. Mais attention, ça, c'est une valeur annuelle. Après, de manière saisonnière, ce n'est pas la même chose qui se produit. Et donc là, on va faire les saisons. On va commencer par le printemps. Alors le printemps, faites attention, donc les gammes de couleurs, elles nous ont été imposées à l'époque. Donc il n'y a que la couleur la plus verte, le vert foncé, qui est en augmentation, en maintien, voire en légère augmentation de précipitations. Donc sur l'essentiel de votre territoire, au printemps, c'est une saison où les précipitations sont en train de baisser, ce qui est cohérent avec le fait que c'est la saison sur laquelle les températures sont en train d'évoluer le plus vite à la hausse. C'est une histoire de capacité calorifique. Hein. Au plus un air est humide, au plus il est difficile à réchauffer et à refroidir. Au plus un air est sec, au plus c'est le contraire. On peut le réchauffer plus facilement, le refroidir plus facilement. Donc, réchauffer plus facilement, je vous l'ai montré. Refroidir plus facilement, je crois qu'il n'y a pas de diapo dessus, mais ça veut dire qu'on peut craindre, hélas, un relatif maintien des dates de dernière gelée, ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas, on va dire, favorable, on va dire, pour le démarrage de la végétation qui peut être cassée par le gel. Donc ça, c'était l'évolution des précipitations au printemps. Maintenant, on passe en été. J'ai tenu à vous montrer la carte sur l'ensemble du massif central. Alors là, vert, c'est positif, marron, c'est négatif, c'est normal, quoi. Le symbolisme est normal. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est que sur une très grande majorité du territoire du massif central, nous sommes dans le cadre d'une évolution à la hausse des précipitations. Ceci n'est pas une plaisanterie et c'est un signal qui est contraire à ce qu'on vous raconte habituellement. Alors, ce qu'on vous raconte habituellement, vous le retrouvez donc sur l'extrême sud du Massif central, mais ça ne concerne pas votre zone. Alors, pourquoi il y a ce genre de choses? Vraisemblablement parce que tant que l'air n'est pas trop sec, le fait d'apporter de la chaleur supplémentaire en été, ça soulève donc les masses d'air le long des parois, ce qui forme des nuages, ce qui bloque un peu l'élévation de la température. Et une fois que les nuages sont des cumulus sont formés, et bien assez régulièrement, ils donnent des averses. Donc, c'est un phénomène qui va se renforcer, en tout cas dans les premières dizaines d'années à venir. Donc là, les élévations du cumul de précipitations, certes, c'est plutôt plus positif par rapport à un maintien, voire à une diminution, mais attention, ce n'est pas n'importe quel type de précipitation, ce sont des précipitations sous forme d'averses, en général orageuses. Donc j'ai fait un zoom sur le PNR, sur votre territoire, et on peut voir que la quasi-totalité de votre territoire, effectivement, vous êtes dans le cadre d'une élévation, une augmentation significative des précipitations en été. Retenez simplement que c'est plutôt des averses orageuses. Donc là, après, j'ai regardé les autres saisons. En hiver, attention, donc même le premier vert, c'est une diminution des précipitations. Donc et les autres, le marron, évidemment, c'est une diminution plus importante. Pour une grande partie, pour une grande bande qui va du sud-ouest au nord-est du massif central, et vous êtes dedans, nous sommes dans le cadre d'une diminution des précipitations hivernales. Voilà, donc d'une moindre recharge des sols et puis des nappes, etc. Donc j'ai fait un zoom sur votre zone. Où effectivement, bon, il y a une petite zone centrale où on serait limite, mais quand même, sur une grande majorité de votre territoire, on est dans le cadre d'une baisse significative des précipitations en hiver. Ça, c'était du côté, voilà ce qui arrive en positif du bilan hydrique. De côté négatif, c'est quoi? C'est la demande évaporatoire. Donc là, c'est une demande évaporatoire de référence qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. C'est la demande évaporatoire d'un couvert herbeux qui ne suffit pas de stress hydrique. L'intérêt, c'est que ça peut être calculé facilement, directement à partir des données météorologiques. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire de mesures directes d'évaporation sur la plante. Et c'est relativement précis. Donc voilà comment cette demande évaporatoire est en train d'évoluer en 50 ans sur le Massif central. Alors contrairement aux précipitations, grosso modo, ça n'évoluait pas, sauf sur l'extrême sud-ouest. Là, sur la demande évaporatoire, ça augmente sensiblement et partout.
Alors, sur les sommets, ça augmente de l'ordre de 80 à 100 mm supplémentaires en 50 ans. Et lorsque vous arrivez dans les zones de plaine, alors ce qui vous concerne marginalement la plaine du Forez et la plaine de la Limagne, on est plutôt vers les 150, voire 160 mm de plus en 50 ans. Et comme les précipitations n'augmentent pas, bah, en gros, c'est 150 à 160 mm de stress hydrique en plus, hein. Donc là, j'ai fait un zoom sur votre territoire. Là aussi, alors l'essentiel, enfin donc sur les sommets, enfin sur les zones d'altitude, on va dire, voilà, 80, 100 mm. Et quand vous suivez la vallée de l'Adore, vous allez vers le nord-ouest, bah, effectivement, on a des valeurs, on va dire, de dégradation plus rapide de l'évapotranspiration annuelle, de l'ordre de 120 voire 130 mm. Quand on fait la différence entre les deux, pluie moins demande évaporatoire, on a ce qu'on appelle le bilan hydrique potentiel. Donc là, j'ai fait le bilan hydrique potentiel annuel en situation 2000 et en situation 2050. Alors, il se trouve que la couleur jaune, c'est une couleur d'équilibre. Enfin, on va dire plutôt que c'est la première couleur, enfin, ce qui est jaune et ce qui est bleu, c'est des zones qui sont plutôt excédentaires, on va dire, en bilan hydrique potentiel, donc qui donnent plutôt de l'eau à l'extérieur, tandis que les zones qui sont à partir du orange, c'est plutôt des zones qui sont déficitaires en termes de bilan hydrique potentiel annuel. Donc, regardez comment évolue la surface jaune et bleue entre 2000 et 2050. La surface jaune et bleue en 2000, en gros, il y en avait pour les 2 tiers, voire 3 quarts du territoire. En 2050, il y en a moins de la moitié. Bah voilà, ça c'est une illustration donc, de la manière dont se dégrade le bilan hydrique sur votre parc naturel régional. La diapo suivante, c'est pour les gens qui seraient intéressés pour vérifier, on va dire, le caractère scientifique de ce qu'on raconte, parce qu'on a eu un certain nombre on va dire, de mises en cause sur le fait que ce qu'on raconte, c'est du bricolage. Ben non, on a produit un certain nombre de communications qui ont été revues par des pairs. Bon, s'il y a des questions, je répondrai volontiers et je me tiens maintenant à votre disposition. Merci à vous, Monsieur Caillez. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée par rapport à ce qui vient d'être présenté? Je sens qu'un certain nombre de visages sont un peu atterrés. Ça se dire avant. Bon, je pense que la présentation parle d'elle-même, hein. Ça veut dire que pour la révision de la charte qui court jusqu'en 2041, on est pleinement dans ce qui vient de nous être présenté, avec bon, un territoire qui devra prendre en compte justement ces changements assez brutaux. En tout cas, moi je remercie le travail qui a été fait, qui nous a été présenté. Alors, dans un format un peu différent de celui qui nous a été présenté au sein du PAMAC, parce qu'on était sur quelque chose de plus macro sur l'ensemble du Massif central. Et donc, je vous remercie pour avoir focalisé sur le livret de forêt pour qu'on puisse en avoir, nous, une pleine lecture. Le diaporama sera envoyé à l'ensemble des membres de ce comité syndical pour qu'il puisse y avoir une prise plus fine de conscience de ce qui se passe. Il y a une question à l'Assemblée. Oui, simplement, j'aurais aimé savoir quelle articulation il y a entre ce type d'études et le travail qui est fait actuellement par le conseil départemental sur justement la disponibilité et les projections à 30 ou 40 ans. Parce que c'est peut-être pas la peine de… Oui, j'ai entendu, mais moi, je n'ai pas de connaissance, on va dire, de fonctionnement départemental. Ce sont les correspondants départementaux du projet AP3C qui peuvent avoir ce genre de connaissances. Donc là, vous êtes sur plusieurs départements, donc vous avez le choix, en fait. De mémoire, sur la Haute-Loire, c'est Mathias de Roulette. Alors, à chaque fois, c'est dans les chambres d'agriculture. Sur le Puy-de-Dôme, Stéphane Violo. Sur la Loire, il vient de partir. Donc, et l'Allier, vous n'avez qu'une commune, enfin sinon vous pouvez aussi contacter, c'est Amélie Bouchant, donc de la Chambre d'agriculture de l'Allier. Là, c'est une étude qui avait été portée pour le compte du CIDAM, donc en fait une association qui regroupe les chambres d'agriculture du Massif central. Effectivement, oui. Il y a beaucoup de chiffres qui sont présentés en variation. Pas forcément la valeur absolue, c'est-à-dire que la variation elle est toujours par rapport à une valeur moyenne.
est-ce qu'on fait des chiffres qui pourraient être rajoutés ou est-ce que ça n'a pas de sens? Vous avez compris la question? Oui, c'est pour ça que j'ai alterné, on va dire, les représentations fixes, enfin échéances fixes 2000-2050 et puis les évolutions. Voilà. Mais effectivement, on dispose donc des cartes à la fois sur les échéances fixes et en évolution. D'autres questions? Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Et puis, je pense que ça nourrira quand même les travaux de ce comité. Merci à vous et on vous libère. Merci, bonne soirée.